Alors une fois qu'on a mis en alimentation donc l'armoire électrique, on peut venir ici au niveau de la table de contrôle et mettre en route la traction très simplement. Donc on a des sections pour chaque position, donc les 4 positions. Donc on doit activer une par une. Voilà. Donc là on est en mode manuel, donc c'est pas un mode de fonctionnement traditionnel, la journée c'est un mode automatique. Donc une fois que les sections sont activées, là je peux les redescendre, donc ici on peut monter ou descendre, même une chute manuelle depuis les commandes si on a envie. Donc en appuyant sur le bouton de descente, on fait descendre les 4K. Donc ils descendent à une vitesse, vous voyez, 100 cm par seconde. Donc on entend un petit peu que les véhicules se secouent un petit peu, donc ça c'est normal. Et donc en fait je les arrête manuellement à une position prédéterminée. Donc là pour l'instant je touche plus aux commandes, je passe à la partie vérification. Donc je suis une checklist, que maintenant je connais à peu près par cœur. Donc qui consiste à vérifier donc, les véhicules, les catch-cars, puis l'ensemble de la structure aussi. Bonjour, je suis Patrice Florent, gérant du parc d'attractions de Freiberthuis City et entre autres co-gérant puisque mes 3 sœurs sont avec moi pour la gestion du parc. L'idée d'une tour de chute, c'est toujours pareil. Quand on cherche une attraction à Freiberthuis, on essaye de regarder ce qu'on a autour de nous, ce qui peut nous différencier. Nous, on n'a pas de chance, on est à côté du parc sans doute le plus complet en Europe, qui est Europa Park. Mais la barre est haute, et donc il fallait, comme Timberdrop à l'époque, trouver l'originalité. Timberdrop était dans l'inclinaison de la pente et dans le fait qu'il roule un moment à l'envers et dans ce virage extérieur que j'avais trouvé sympathique et qui était relativement bien apprécié à Saint-Paul, je crois. Il a apparu en France quelques tours, dont la Zamperla, la fameuse 38 ou 40 mètres, je ne sais plus, qui fait un peu ce que faisait le Cactus. Là, on était sur quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus fort en puissance. J'avais lu beaucoup de bonnes choses sur les tours Intamin en matière de puissance de largage et de choses comme ça. Et c'était aussi un gros challenge, puisqu'on sait très bien que le prix d'une tour Intamin est 5 fois plus cher qu'une Zamperla et même plus cher qu'une 100 mètres d'un autre concurrent, d'un autre collègue. Mais un concurrent par rapport à Intamin, je veux dire en constructeur, un collègue par rapport à moi en parc. En toute honnêteté, c'est Julien Simon. Alors, il va se faire tirer les oreilles par ses patrons, mais à l'époque, il était encore pas à la Compagnie des Alpes. Je l'avais consulté et il m'avait dit, tu sais, il n'y a pas vraiment besoin d'aller haut. Moi, celle qui m'a vraiment le plus fait de sensation, c'est celle de Drayton Manor à 55 mètres. Donc j'ai commencé à demander au constructeur qui ne voulait pas me répondre sur cette fameuse position debout parce qu'effectivement il y a une très grosse plus-value, contrairement aux autres assis. On est à plus de 200 000 € de plus-value rien que sur la position debout, donc très très cher, donc il ne me l'avait même pas proposé. J'ai insisté en disant si, il faut ça. Et bien sûr, pour faire la différence avec Drayton Manor, il fallait qu'on aille un peu plus haut de 55. Les 66 ça allait bien puisqu'ils correspondent toujours à l'année du parc. Et donc on est très attaché à ce 66 qui est l'année d'ouverture par mes parents de Freiberthuis. L'idée de base, c'était d'avoir quelque chose sur l'univers des pionniers de l'or noir. Ça provenait en fait d'une décoration qui était présente sur la maquette que AAB avait fait pour le Rocher. Et on a voulu trouver un joli nom à cette attraction pour éviter qu'elle s'appelle tout simplement la Tour ou le Derrick. Sur Internet, on est arrivé sur cette statue-là qui avait à la fois un nom qui nous a bien sonné à l'oreille et on a continué à faire des recherches. Il y avait ce lien avec les États-Unis et ce qui a finalement fini de nous décider pour nous dire il se passe quelque chose, c'est que l'original de cette statue a été construite en 1966, une date auquel le parc tient beaucoup. Ce qui sécurise les harnais, c'est en fait ces 2 vérins qu'on peut voir derrière.
à ce niveau-là, donc ici. Donc il y en a 2 par harnais. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 vérins plus une sangle. Alors ça, c'est des sangles traditionnelles qu'ils utilisent notamment dans le parachutisme ou ce genre d'application. Donc avec seulement ça, sans les vérins, ça tient. Donc on va pouvoir contrôler chaque vérin indépendamment et les ouvrir de manière manuelle. Donc c'est un dispositif que j'utilise tous les matins. Alors la petite complexité des vérins hydrauliques, c'est que c'est théoriquement difficile de pouvoir les vérifier. Donc pour pouvoir les vérifier, la seule manière qui existe, avant de constater une fuite, c'est tout simplement tirer dessus et voir si on n'a pas de faiblesse ou si on ne le sent pas se rétracter dans sa chambre. Donc tous les matins, je vais venir vérifier comme ça. Donc un harnais par harnais, de toutes les positions. C'est quelque chose qui est préconisé par le constructeur, c'est-à-dire de vérifier l'écart qu'on a dans nos harnais. Ça, c'est nous-mêmes qui avons mis en place ce dispositif. Bon, c'est un tableau classique et puis on note nos valeurs régulièrement, avoir un suivi et une traçabilité de nos vérifications. Donc en fait, ici, pour voir si les harnais sont correctement réglés, on va dire, on a 2 LED sur ce boîtier ici. Si on les ferme un par un, elles vont s'allumer les 2. Donc là, on vérifie bien qu'on est bien allumé. Et on regarde. Là, ici, il y a 34. C'est pas non plus d'une précision extrême. Mais le moindre, on va dire, demi-centimètre d'écart avec une valeur qu'on aurait pu mesurer la veille, ça peut nous amener à se dire est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé. Les cellules qui permettent le réglage, c'est les petites cellules rouges là. Donc s'il y a un problème, c'est à ce niveau-là qu'on doit les régler. Puis en fait, c'est juste un problème de réglage, on va dire. Ce qui a rendu l'investissement important dans Golden Driller, c'est parce qu'on a voulu refaire le rocher de la mine d'or à côté, qui était devenu en très mauvais état. On a voulu le refaire par AAB, bien sûr. Et donc, tout cela a fait monter le prix. Il y a eu tout le massif béton, parce que c'est très important, du fait que la salle des machines sur les tours Intamin se trouve au sommet, elle pèse 21 tonnes. Et donc, en cas de vent ou sismique, il y a besoin d'une grosse masse. Ici, en plus, on est dans une zone humide, c'est-à-dire que quand on commence à creuser, on trouve de l'eau. Et donc, on appelle ça du déjaugeage, c'est-à-dire que le béton qui pèse 1,8 tonne normalement en densité, doit faire... on est à 2 tonnes 2, donc il faut plus de béton pour éviter cet effet de la poussée d'Archimède, et donc qu'on se retrouve demain avec la tour de Pise et pas la tour de Frébercuit. Là, en faisant un tel investissement et en choisissant ce type de sensation, l'idée était effectivement d'attirer une nouvelle clientèle et d'en profiter un petit peu pour prouver aux gens que depuis quelques années, Frépertuis va dans ce sens avec Timber Drop, Pirate Attack, le Cactus. Voilà, c'était histoire d'un petit peu enfoncer le clou et qu'au niveau marketing, on avait vraiment quelque chose d'adulte. En 2016, on lance pour que le projet soit ouvrable en 2017, avec le delta de fabrication et du temps de fabrication pour Intamin et de livraison et de béton et tout ça. Donc il fallait signer au mois de janvier de l'année 2016 pour une livraison en 2017. Et normalement, quand vous achetez à Intamin, ils vous demandent un acompte à la signature de 30% du montant du manège, ce qui est déjà important, mais ils demandent une lettre de crédit à la banque pour les 70 autres pourcents. Or, on ne les avait pas. J'ai proposé à Intamin en disant je peux vous faire une lettre de 50% du crédit. Mais à la fin de saison du mois d'août 2016, où là il n'y aura pas eu de livraison de fait encore, nous on aura fait la saison du mois d'août, on pourra redonner et on fera le complément pour que cette lettre fasse 70%. Une fois que j'ai vérifié donc, tout ce qui est système de sécurité, donc harnais, tout ça, j'ai passé, on va dire, au check des crochets de secours que je vous expliquais tout à l'heure. Un dispositif de sécurité sur batterie, donc indépendant, on va dire, de l'alimentation électrique générale de la tour, qui va venir en cas d'urgence avec une manette de contrôle, éjecter, quelle que soit la position du véhicule, pour qu'on puisse faire descendre les gens tout simplement. Donc c'est une procédure de secours qu'on vérifie tous les matins.
Chaque nacelle qui donc s'incline, donc à part une seule, fonctionne de la même manière. C'est vrai qu'Intamin a fait bien à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a le même dispositif partout. Bouteille d'air, et on vient recharger à chaque départ ici. Donc ici, on a un tétillon qui vient alimenter en air. En fait, quand on lance les nacelles, on entendra, on a un pchit à chaque fois. Et pareil, on a toujours des systèmes de sécurité ici qui vont venir retenir la nacelle, quoi qu'il arrive, quand elle s'incline. Donc déjà d'une, il y a les vérins qui retiennent. Même si, admettons, il y a une fuite d'air, il y a une fuite on aura quand même une résistance mécanique. Il y a 7 millions d'euros qui ont été investis. On compte aujourd'hui à peu près 1,5 million d'euros pour ce qui est la partie AAB Rocher Mine d'Or. Après, il y a eu une partie, parce qu'il y a plein d'éléments qui sont venus se coller. Il y a eu le retracking du Grand Canyon qui a été fait pour 2 raisons, parce qu'il avait un mauvais coup de raquette sur la sortie après la mine d'or. Donc c'était un mal pour un bien. Et il nous a permis aussi de placer la tour à l'endroit là, parce que c'était vraiment là où on la voyait, elle était au cœur du parc et tout ça. Donc ça a permis, mais rien que ça a été un investissement de 120 000 euros pour ce retracking, refaire les massifs et des choses comme ça. Après, il y a toute l'infrastructure. La tour Intamin en elle-même de mémoire, j'ai même plus réellement le prix. On était à 4 millions, dans les 4 millions. Après, il y a toute la partie montage qui coûte très cher. Parce que là, donc c'est l'entreprise Comag qui me l'a installé. Rien que ça, c'était un budget de plus de 300 000 euros. Et le béton était aussi un budget d'environ 300 000 euros, un peu plus, 400 000. Au tout départ du projet, en fait, donc on espérait seulement obtenir les droits pour utiliser le nom de l'attraction qui sonnait vraiment bien à notre oreille. Mais on avait dans un coin de tête, enfin Patrice avait dans un coin de sa tête la possibilité d'éventuellement de construire un modèle pour personnifier aussi cette tour, pour la rendre un tout petit peu plus photogénique. C'est vrai que c'est un élément, c'est moins visuel qu'un coaster, c'est quelque chose d'assez simple. Celle-ci, elle a quelque chose d'intéressant avec ses 4 nacelles, mais finalement, en photo, c'est pas quelque chose de très marquant. Donc le fait que nos relations avec Tulsa et les autorisations ont été vraiment très très sympathiques et vraiment très très motivées, elles nous ont aussi donné l'autorisation de faire une réplique de cette attraction. Je crois savoir qu'aujourd'hui, ils sont très très fiers d'avoir en France cette version, et nous, on est assez fiers de pouvoir faire connaître un peu cette statue qui reste quand même la 3e plus haute des États-Unis. Donc elle a sa petite importance, même si avant de faire ces recherches pour ce projet, on n'en connaissait pas du tout l'existence, et je pense que la plupart des gens non plus. Et donc voilà, maintenant il est juste là, à l'entrée, il accueille les visiteurs. C'est quand même quasiment 3 mois de montage à une équipe de 4, voire par un moment ils étaient presque 8. Parce que contrairement à un roller coaster où là, les rails arrivent, on emboîte les rails et puis dessus, les tours, les 3 fûts arrivent, mais pour pas dépasser le gabarit, tout vient s'assembler, et après il y a toute la voie qui s'installe dessus, donc tous les sabots. Il y a beaucoup de petites visseries à mettre en place sur place, et donc ça prend énormément de temps, et ça automatiquement ça augmente le coût du manège, quoi. Quoi qu'il arrive, coupure de courant ou ça ne changera rien, c'est du frein magnétique. Donc en fait c'est 2 aimants concrètement, tout simplement. Donc une partie sur le catch-car, une partie donc tout au long sur on va dire une 10, 12, 13 mètres par là-dedans. Et on freine en continu, quoi qu'il arrive, qu'il y ait du courant ou qu'il n'y ait pas de courant. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais stopper, c'est-à-dire 0 km/h, quelque chose qui est en mouvement avec du frein magnétique. Parce qu'en fait, plus on va avoir de vitesse, plus on va créer une force, donc ça c'est technique, mais plus on aura une force grande. Donc en fait, ce qui permet par contre de stopper complètement les catch-cars, enfin les véhicules, c'est ces 2 vérins. Donc c'est des vérins, vous pouvez le voir, la taille du vérin, c'est quand même assez costaud. Ils sont mis en pression en plus avec de l'azote, et donc ça c'est pareil, qu'il y ait du courant ou qu'il n'y ait pas de courant, ils seront toujours opérationnels. Sur les taureaux sauvages ou Pirate Attack ou des choses comme ça m'amuse plus parce que j'ai moins peur.
Mais après, le plaisir intact à la réalisation, à la construction, après à l'utilisation, c'est les visiteurs qui prennent du plaisir, c'est plus pour moi. Si je faisais pour moi, je ferais des manèges beaucoup plus différents et beaucoup plus soft. Mais voilà, on construit pas pour soi-même.